Et si nous avions une partition gravée sur le sommet de notre crâne? Croyez-moi, j'ai même pas eu besoin de forcer le trait pour cette intro. Littéralement, est-ce que nous avons une partition gravée sur notre boîte crânienne? Et bien la réponse est probablement oui. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Mister Bacchus, où je vous parle d'art, d'histoire de l'art, mais avec un twist. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui m'obsède depuis bientôt 10 ans. Et pour info, je n'ai fait que repousser encore et encore le tournage de cette vidéo parce que suite à un format court sorti sur Insta et TikTok avec le soutien de Paris Musée et des Catacombes, en fait j'en suis venu à rencontrer des personnes fascinantes me donnant beaucoup d'infos, ce qui m'a donné envie de faire un format long, bien plus long, sur YouTube. Ouais, croyez-moi, j'avais pas la moindre idée à quel point j'allais rallonger cette vidéo. Pour la faire courte, juste avant de sortir cette vidéo, j'ai fait une rencontre folle qui vient élucider une grosse partie de cette histoire. Donc soyez patients et je vous retrouve à la fin avec une petite surprise. Bon visionnage. Cette histoire se base sur une réflexion d'un des plus célèbres poètes de la fin du 19e, début 20e et accessoirement l'un de mes auteurs préférés, le poète allemand Rainer Maria Rilke. Si son nom vous dit quelque chose, c'est probablement grâce au célèbre Lettre à un jeune poète. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un tout petit texte qui est planqué à la fin de cette édition parue chez Livre de Poche. Une réflexion que Rilke a vers 1910 et qu'il n'ose partager à son éditeur que 10 ans plus tard par peur de la censure. Le bruit originaire. Paris 1904. Rainer Maria Rilke réside dans la capitale pour la première fois pour travailler avec le sculpteur Auguste Rodin. Les deux se lient d'amitié et en 1905, Rilke devient son secrétaire. Au milieu de tout ça, il aime prendre du temps pour lui et aller chiller dans les conférences d'anatomie de l'école des beaux-arts de Paris. Et je cite: « J'étais moins attiré par le complexe entrelac des muscles et des tendons que par l'aride squelette dont l'énergie et l'élasticité contenues m'étaient devenues visibles grâce au carnet de Léonard de Vinci. » Chacun ses kiffs. Après, c'est pas moi qui vous jetterai la pierre. Bref. C'est à ce moment que notre cher Rainer décide de prolonger l'expérience et de faire l'acquisition d'un crâne humain pour une contemplation plus intimiste. Alors, première parenthèse. Certes, aujourd'hui, en France, l'acquisition de restes humains est questionnée moralement, éthiquement, et puis c'est tout simplement condamné par la loi. Mais pendant des siècles, la constitution de cabinets de curiosité outronnait quelques crânes humains plus ou moins anciens et avec des provenances plus ou moins douteuses posait moins de soucis au regard de la loi. Il faudra attendre une première loi sur la bioéthique en 1994 pour restreindre ce type d'acquisition. Et je cite: « Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. » C'est un premier pas qui va se préciser en 2008 avec l'article 16.1-1 du Code civil qui stipule que le respect du corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes de personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à une crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la constitution de cabinets de curiosité au XXIe siècle, je mets en description un lien pour un excellent article de Juliette Caz sur son blog Le Bizarréum. En tout cas, au début du XXe siècle, pour la période qui nous concerne, avoir dans son salon un rappel de notre finitude sous la forme d'un fragment humain, c'est niche, pas de soucis, c'est quand même franchement niche, mais c'est pas totalement rare et encore moins absurde, surtout compte tenu de toutes les révolutions sociales, éthiques, morales et artistiques qu'a vu passer le siècle d'avant. Mais revenons-en à nos moutons, ou à notre crâne en l'occurrence. Rainer fait donc l'acquisition d'un crâne humain, le ramène à la maison et le soir, à la lumière de la bougie, son regard parcourt ses volumes et divers reliefs. Mais un détail retient son attention. Au sommet du crâne, il commence à s'intéresser à une étrange cicatrice, la suture sagittale. C'est une ligne au sommet de notre crâne qui relie les bords supérieurs des deux os pariétaux. Et un souvenir lui revient. Lorsqu'il était en études, le professeur propose à la classe un exercice: reproduire le phonographe de Thomas Edison créé en 1877, permettant d'enregistrer et de restituer un son, une invention qui fait le tour du monde. Rilke est donc en cours et le prof propose de refaire le phonographe d'Edison. Tranquille le gars. Mais pour que vous compreniez bien l'idée que Rilke va suggérer, je me dois d'abord de vous expliquer comment fonctionnait le phonographe d'Edison. Le phonographe permet de transformer des ondes sonores en vibrations qui sont ensuite gravées sur un support puis relues.
L'utilisateur ou utilisatrice produit un son dans un cornet en forme d'entonnoir. Les ondes sonores font vibrer une membrane en papier huilé ou en roche de mica qui est reliée à une pointe métallique. Grâce aux vibrations se forment des sillons en relief sur un cylindre rotatif recouvert de papier d'aluminium ou de cire, le tout actionné grâce à une manivelle qui le déplace latéralement. Et pour lire l'enregistrement, c'est bizarre mais c'est hyper simple. On remet le cylindre au début et on utilise la pointe pour suivre les sillons qui font vibrer cette dernière. Le transmettent ensuite au cornet, reproduisant le son original. Et parce qu'on est sur YouTube et qu'on peut prendre notre temps, voici le premier son enregistré. La voix d'Edison disant « Mary had a little lamb » ou « Marie avait un petit agneau ». The first words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Ouais, je sais pas pour vous, mais moi, à chaque fois que j'entends cet enregistrement, qui a quand même plus d'une centaine d'années, ça me fout un petit peu les frissons quand même. Et c'est donc ce souvenir qui revient en tête de Rilke lorsqu'il parcourt la suture sagittale de son crâne à domicile. Suite à ça, il va se poser une question très simple, un peu niche, je vous l'accorde, genre franchement très niche, mais précurseur dans l'histoire du son. Et je cite. Si j'allonge la pointe du phonographe, remplace le cylindre en cire par un crâne humain et positionne cette pointe sur la suture sagittale, quel bruit, son ou musique en sortirait? Un bruit originaire? Quand j'ai découvert ce petit texte de même pas 3 pages il y a une dizaine d'années, je ne vais pas vous mentir, au début c'est son côté un peu chelou, un chouille macabre qui m'a fait marrer. Et puis en fait, à force de le relire encore et encore, d'où l'état de cette édition, en fait, j'ai commencé à réaliser la puissance phénoménale de ce que suggère Rilke. Car en plus d'être poétique et un chouille romantique un peu darkos, la portée de ce message est selon moi ultra humaniste. Et en plus, tout en restant dans l'ombre, va avoir un avenir de dingue tant dans les domaines de la science que des arts. Je vous explique. Si au lieu de nous fier aux apparences pour nous séparer et toujours encore plus nous discriminer, on venait à réaliser que nous avions toutes et tous un médium commun, le crâne et une partition individuelle, la suture. Cela nous permettrait peut-être, l'espace d'un instant, de sortir de nos préjugés et de revenir à une forme d'origine pour nous rendre compte que nous sommes toutes et tous bien plus similaires que nous l'imaginons et que la preuve se trouve juste là, sous notre peau. Si on suit l'idée de Rilke, c'est-à-dire faire chanter la suture sagittale, même si je suis pas sûr que le son soit mélodique pour dessous, entendons-nous bien, nous pourrions révéler que chaque crâne porte sa propre vibration et donc que chaque humain, malgré ses différences visibles, partage la même trame fondamentale. Voilà, je vais vous laisser processer ça quelques secondes avec cette petite vidéo méditative. Perso, je suis très attaché à l'idée que, par un geste poétique, Rilke suggère que l'on pourrait extraire, et entre méga guillemets, mais extraire du squelette humain un son, du coup créant un écho contre le racisme, contre l'exclusion et tutti quanti, mais tout en conservant chacun et chacune d'entre nous notre individualité, car la suture diffère d'une personne à l'autre. Je trouve ça dingue. Et ce questionnement dit poétique trouve même d'ailleurs aujourd'hui un écho en neurosciences. La chercheuse et neurophysiologiste Bérangère Thiriou, qui a très généreusement accepté d'échanger avec moi pour cette vidéo, m'a expliqué que dans son travail de recherche, faire dialoguer les arts et la science n'a absolument rien d'absurde, bien au contraire. En collaborant régulièrement avec des danseurs, elle intègre les arts et les pratiques performatives dans ses recherches avec un objectif très proche de l'intuition de Rilke. Identifier des signatures ici cérébrales à partir d'un médium commun, le cerveau, afin de révéler une organisation neuronale unique chez chaque individu grâce à des technologies capables d'en lire et d'en analyser l'activité. Donc l'idée de notre petit Rilke n'a rien d'absurde. Cette approche scientifique comme la démarche poétique vise à peu près la même chose. 1. Ce qui nous distingue et 2. Ce qui nous rapproche dans le but de faire potentiellement progresser l'humain.
I know. Right? Bon, par contre, et désolé de péter l'ambiance, mais qui dit progrès scientifique ne dit pas nécessairement progrès social et moral. Je pense notamment au débordement d'une science comme la phrénologie, créée au 19e siècle, qui, en cherchant à comprendre l'humain en étudiant le crâne et le cerveau, a été détournée au profit d'idéologies raciales connues sous le nom d'eugénisme, visant à hiérarchiser les humains selon leurs mesures osseuses et à justifier du coup un bon paquet de dérives. Mais je vais m'arrêter là parce que le sujet mérite une vidéo à part entière et qu'il y a des personnes qui sont bien plus qualifiées que moi pour vous en parler. D'ailleurs, je mettrai peut-être un lien en description. Bref, donc moi, dans un premier temps et dans mon petit coin, je phase sur l'aspect un peu chelou du texte. Et dans un deuxième temps, sur l'aspect philosophique de son projet. Et ensuite, je me suis retrouvé à me poser une question très simple. Est-ce qu'il a tenté l'expérience ? Il dit que non. Désolé, il dit que non. Par contre, est-ce qu'au moins on sait quel son fait la suture sagittale ? Non plus. Désolé. Mais promis, la vidéo est encore un peu intéressante. Il reste 2 pages de script. Pour l'anecdote, ce que j'ai pu dénicher en termes d'expérimentation vient d'un groupe de musique alternative qui s'appelle Zero Kama, qui aurait utilisé des ossements humains comme instrument de musique dans l'enregistrement de leur album The Secret Eye of Layla, dont voici un extrait. Alors petite pause. En montant la vidéo, j'ai poussé un peu plus les recherches et j'ai découvert qu'en fait cette histoire n'est pas du tout une légende urbaine. Car Zoé David, qui est à l'origine du projet, a confié dans une interview qu'en effet elle aurait bien utilisé de véritables ossements humains pour enregistrer son album. Donc si vous voulez l'écouter, vous pourrez facilement le trouver sur internet. Par contre moi je me vois mal vous l'imposer ici. Voilà, reprenons. Mais plus sérieusement, ce que je trouve absolument fascinant avec cette histoire, c'est que sans le savoir, l'intuition de Rilke va anticiper la sonification. C'est une technologie qui verra le jour dans les années 50-60, visant à transformer des données en expériences auditives, permettant d'entendre l'invisible, le lointain et les structures cachées des choses du monde connues et inconnues. Et c'est pas tout, l'intuition de Rilke annonce tout ce qui va arriver après. Les expérimentations sonores des futuristes, les avant-gardes de l'art sonore, la musique concrète, les expérimentations du GRM, la bioacoustique expérimentale et tout ce que les technologies contemporaines permettent de mettre en son. Des anneaux d'un arbre en passant par les anneaux de Saturne. Je vous laisse écouter ça, c'est dispo sur YouTube. Bon, je pense que c'est le moment parfait pour vous lâcher la petite surprise. Il y a une semaine, j'étais prêt à sortir la vidéo jusqu'à ce que je tombe sur une histoire de dingue. En fait, on a une petite idée du bruit que peut faire la suture sagittale. En 2017, l'artiste plasticienne Charlotte Pringuet-Cessac, passionnée par le texte de Rilke, s'est entourée de chercheurs, d'archéologues et d'ingénieurs pour donner une forme concrète à l'idée du poète. À partir d'une découverte archéologique faite à Nice en 2013, de sépultures médiévales contenant plusieurs crânes, elle a collaboré avec le service archéologique de la ville de Nice et les laboratoires du CNRS pour explorer, à partir d'un protocole hyper sérieux, ce que la matière humaine, le crâne, conserve lorsqu'elle est traversée par une onde sonore. En 2017, au campus CNRS Joseph Aiguier, une expérimentation est menée avec le laboratoire de mécanique et d'acoustique et le MAP, où un signal sonore allant de 30 à 5000 Hz est envoyé pendant 15 secondes sur 23 points précis des sutures crâniennes. Cette recherche a donné lieu en 2019 à l'expo Bruit originaire à Nice, entre le MAMAC, le musée de préhistoire de Terra Amata et la colline du château, là où ont été découverts les restes humains. Cette expo proposait un parcours reliant les premières traces d'occupation humaine vieilles de plus de 400 000 ans aux expérimentations contemporaines menées par l'artiste. Et donc, voici, enfin, le son qui a été généré. Voilà,
J'aimerais vous en dire bien plus, mais étant une découverte de toute dernière minute, ça allait trop perturber le fil de la vidéo qui est déjà bien dense. Donc j'espère trouver le temps pour vous en parler davantage très bientôt. En tout cas, pour moi, la boucle est bouclée. Maintenant, reprenons. Et heureux hasard, ou peut-être micro-obsession, l'année dernière, j'ai participé à une étude qui s'appelle Apprenard, qui a été menée au musée d'Orsay, avec Bérengère Thiriou, dont je vous parle juste avant, et Carla Thomé, doctorante en sciences de l'éducation et responsable de la programmation Orsay Live, qui ont cherché à comprendre ce que l'art fait à notre cerveau. Grâce à un EEG, électroencéphalographie haute densité avec 128 électrodes, ces chercheuses ont enregistré l'activité cérébrale de visiteurs avant et après leur participation à une formation immersive s'inspirant de pratiques artistiques comme la danse, le théâtre, le chant et l'écriture créative. L'objectif est de comprendre ce que l'art fait à notre cerveau lorsqu'on le regarde vraiment, en mesurant comment notre sensibilité personnelle peut modifier à la fois l'expérience esthétique, le plaisir ressenti et se retrouver ensuite sur les réseaux neuronaux mobilisés. Autrement dit, tout comme Rilke qui imaginait que le crâne pouvait faire résonner une forme d'origine et notre individualité, chaque cerveau humain révèle sa propre vibration modulée par notre vécu et nos interactions avec l'art. C'est tellement chambé. C'est complexe, mais c'est tellement stylé. En tout cas, le geste poétique de Rilke est ultra puissant parce qu'il suggère que la matière humaine peut être source de partage et d'émerveillement. Et c'est certes très romantique du point de vue artistique, mais c'est aussi très fort du point de vue humain. Et je vais m'arrêter là, mais croyez-moi sur parole, la liste des choses qu'il y a à dire sur le sujet est franchement très longue. Et à titre perso, à aucun moment je n'ai envisagé tout ce qui m'est tombé dessus en lisant ces quelques pages. D'ailleurs, en parlant de poète, agréablement. J'étais très surpris lors du partage de la version courte de cette vidéo sur Insta et TikTok. Le côté humaniste, machin tout ça, ouais, cool mec, c'est sympa, merci pour le partage. Mais le fait que vous ayez été jusqu'à générer un plot pour l'histoire d'un serial killer collectionneur de partitions humaines qui séparait les humains de leur tête pour en faire sa collection, vous a beaucoup, mais alors beaucoup trop stimulé. Après, il paraît qu'on a la commu qu'on mérite. Hein. Mais quand même les gars, putain. C'est chaud. Bon, plus sérieusement, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, déjà, achetez les Lettres à un jeune poète parce que c'est fantastique. Et ensuite, en tout cas dans mon édition, le livre de poche que j'ai acheté il y a 10 ans, il y avait le bruit originaire dedans. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il n'est pas si simple que ça à se procurer. Sinon, je vais mettre tous les liens en description qui m'ont aidé à écrire cette vidéo. Un immense merci à Bérengère Thiriou et à Carla Thomé pour m'avoir laissé participer à l'étude et aussi pour que je puisse les interroger pour l'écriture de cette vidéo. En attendant, un grand merci pour avoir regardé cette nouvelle vidéo parce que ça traînait depuis un petit moment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi. Va falloir que je pense à une vraie chute pour mes vidéos. Si vous avez des suggestions, voilà. Sinon, un grand merci. Je vous dis à très vite. Salut.